Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Et je voudrais remercier aussi les organisateurs de me donner l'occasion de faire ce mini-cours. Donc, dans ce cours, je vais parler donc, de théorie des types homotopiques. Donc en anglais, Homotopy Type Theory, qu'on abrège en général en HOTT. Donc c'est une théorie qui est à l'interface entre plusieurs domaines assez distincts, assez différents et qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'étaient pas du tout... jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas du tout vus comme interagissant entre eux. Et assez récemment, des connexions ont été trouvées donc, entre théorie des types et théorie de l'homotopie. Donc c'est à l'interface entre, d'un côté, on va avoir tout ce qui est un peu fondement des mathématiques. Donc ça, c'est plutôt de la logique mathématique. Donc ça, c'est de la logique, voire philosophie, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les mathématiques et comment est-ce qu'on peut représenter les mathématiques, en gros. On a également la théorie des types dépendants en particulier. Ça vient de l'informatique théorique. Donc ça, on va pas mal parler de ça. Et c'était assez relié au fondement des mathématiques. La théorie des types a été entre autres développée pour répondre à des questions de fondement des mathématiques. Et d'un autre côté, on a la théorie de l'homotopie. Donc là, il y a une branche de la topologie algébrique. Donc là, c'est vraiment du côté très mathématique. C'est plus du tout du côté logique ou du côté informatique. Et elle est assez liée également à la théorie de l'homotopie. On a la théorie des catégories supérieures. Donc la théorie des catégories, j'imagine que la plupart savent plus ou moins ce que c'est une catégorie. Et donc il y a une théorie des catégories supérieures où on fait des catégories en plus compliquées si on veut. On verra quelques exemples. Et c'est assez lié aussi à la théorie de l'homotopie. Donc dans cette première heure d'introduction, je vais surtout parler du côté fondement des mathématiques et un peu expliquer le rapport avec la théorie des types, la théorie de l'homotopie et tout ça. Et dans la suite du cours, donc dans le deuxième cours, demain, je vais plus à expliquer beaucoup plus précisément les règles de la théorie des types. Et après-demain, je vais un peu plus parler des applications à la théorie de l'homotopie. Bon, c'est un peu vague parce que tous ces domaines sont reliés entre eux. Je vais aussi parler de théorie de l'homotopie aujourd'hui. Tout est assez relié entre eux. Mais en gros, ça va être ça le programme. Donc on va commencer par parler un petit peu de fondement des mathématiques. Donc, alors, je ne suis pas du tout philosophe, je vous préviens tout de suite, mais je vais essayer de faire vaguement un peu de philosophie. Donc, la première question en philosophie des mathématiques qu'on peut se poser, c'est évidemment, qu'est-ce que c'est les mathématiques ? Donc, et je ne vais évidemment pas donner une réponse à cette question. Donc, qu'est-ce que les mathématiques ? Donc, on peut voir les mathématiques de plusieurs façons différentes. Je vais en particulier parler de deux visions différentes. Donc, il y a d'abord une vision platonique des mathématiques. Le platonisme, c'est l'idée que les mathématiques existent indépendamment du mathématicien, indépendamment de l'esprit mathématique. Et le travail des mathématiciens, c'est en gros d'explorer
le monde mathématique, de découvrir d'explorer cet univers, de découvrir les lois qui le régissent, etc. Donc c'est un peu la même chose peut-être qu'en physique. En physique, on imagine on a le monde qui est là, sur lequel on n'a pas d'emprise, et on veut essayer de décrire qu'est-ce qu'il décrit. Donc ça, c'est un peu la même idée pour les mathématiques. Donc les mathématiques existent indépendamment du mathématicien. Disons indépendamment de l'homme, on va dire. Et on cherche à les décrire. Il y a une autre approche des mathématiques qu'on appelle l'intuitionnisme. Alors là, c'est un petit peu différent, dans le sens où on va considérer que les mathématiques, c'est entièrement une création de l'esprit humain. Donc c'est pas quelque chose qui existe a priori et qu'on veut décrire, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes dans notre imagination, et ensuite on peut décrire ce qu'on vient de créer. Donc les mathématiques sont en gros créées par l'esprit humain. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est juste parce que cette distinction, vous n'avez pas besoin évidemment de choisir un des deux ou quoi que ce soit, mais je trouve que cette distinction aide à comprendre un peu les différences qu'il y a entre les fondements classiques qu'on a des mathématiques et les fondements apportés par la théorie des types homotopiques. Donc c'est pour ça, on va voir un peu plus tard pourquoi est-ce que je fais cette distinction. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que c'est que des fondements des mathématiques ? Alors, l'idée des fondements des mathématiques, c'est d'avoir un système formel, précis, avec une syntaxe très précise et des règles très précises, qui permettent de faire des maths de façon parfaitement rigoureuse. D'accord ? Donc c'est un système. Alors c'est un peu vague encore, mais quand on a un exemple précis, on a exactement... Donc c'est un système formel, donc avec une syntaxe des règles de déduction précises, qui sont censées décrire les mathématiques. Pardon ? Oui. Est-ce que vous pouvez un peu agrandir l'écriture un peu ? Oui. Ici ? Il est où ? Donc en particulier, si on a cette vision platoniste des maths, c'est-à-dire un système formel, ça va être, on va essayer de décrire quels sont les axiomes, quelles sont les lois des mathématiques, et on va dire telle chose est vraie, telle chose est fausse, etc. On va essayer, on va rechercher le système qui décrit les mathématiques telles qu'elles existent. Alors que dans l'intuitionnisme, ça va être un poil différent, parce qu'on crée nous-mêmes les objets, et les objets n'existent pas a priori tant qu'on ne les a pas créés. Et donc, on risque d'avoir des lois un peu différentes, comme on verra un peu plus tard. Il y a quelques différences. Mais l'idée générale, c'est la même, c'est d'avoir un système avec
très précis, des règles précises, une syntaxe précise qui permettent de faire des maths de façon parfaitement rigoureuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut des fondements des mathématiques? Alors, il y a plusieurs raisons pour vouloir des fondements des mathématiques. Tout d'abord, la principale raison, donc ce genre de questions sont arrivées au début du siècle dernier, donc il y a une centaine d'années à peu près, quand ils ont commencé à s'apercevoir que si on autorise les gens à faire n'importe quoi en maths, il se passe n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a envie de travailler dans un système consistant. On n'a pas envie de pouvoir montrer des choses fausses. Donc par exemple, vous connaissez peut-être le paradoxe de Russell. Qui dit on appelle R l'ensemble des X tel que X n'appartient pas à X. Donc à cette époque-là, on travaillait dans une sorte de théorie des ensembles où si on a une propriété, on peut prendre tous les éléments qui vérifient cette propriété. Donc par exemple, on peut prendre l'ensemble des X qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe si on considère cet ensemble R? On a que R appartient à R si et seulement si R n'appartient pas à R. Parce que si R appartient à R, c'est un X qui n'appartient pas à lui-même, donc R n'appartient pas à R. Et réciproquement, si R n'appartient pas à R, c'est un X qui n'appartient pas à lui-même, donc il appartient à R. Bon, donc on a un problème. Si on autorise un peu n'importe quoi, comme ça, on obtient ce genre de formule logique qui est fausse. Quelque chose ne peut pas être équivalent à sa négation. Bon, et c'est pas le seul paradoxe, il y a eu un certain nombre d'autres paradoxes. C'est pas le seul paradoxe. Donc, les gens ont essayé de trouver des systèmes qui permettent d'éviter ce genre de paradoxe en disant, bon, on veut des règles un peu plus restrictives et pas juste dire on peut prendre tous les ensembles qui vérifient telle propriété. Bon, une autre raison pour avoir des fondements des mathématiques, c'est pour savoir ce que c'est la rigueur, pour avoir un système dans lequel on puisse dire précisément qu'est-ce que ça veut dire être rigoureux. Parce que par exemple, on avait des choses comme le calcul infinitésimal de Newton, où Newton il disait on considère un infiniment petit, on le divise par un autre infiniment petit, ça donne un truc macroscopique et après on peut faire des trucs avec. Les gens n'étaient quand même pas forcément convaincus, il se trouve que ça marchait, mais bon, on ne savait pas trop pourquoi. Donc c'est pour ça que si on dit exactement on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on peut formaliser le calcul infinitésimal et conclure que on a le droit de faire ça parce que ça a une explication. Il y a d'autres exemples du même genre, comme les nombres imaginaires. C'est un peu le même problème. Parce qu'on savait que le carré d'un nombre est toujours positif, sauf que si on rajoute des nombres dont le carré est négatif, on obtient quand même des résultats intéressants sur les nombres réels. Et il y a un autre exemple qui est peut-être un peu différent, qui est l'axiome du choix. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'axiome du choix. Donc l'idée c'est que si on a une famille quelconque, potentiellement infinie d'ensembles non vides, est-ce qu'on peut simultanément prendre un élément de chacun de ces ensembles-là? Mais là, les gens n'étaient pas forcément d'accord. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Il y en a qui disaient non, ça n'a pas l'air logique parce qu'on fait une infinité de choix à la fois. Il y en a qui disent mais si, parce qu'ils sont tous non vides, donc on peut prendre un élément de chaque. Bon, si on a un système de fondement précis, on peut dire je travaille dans un système où l'axiome du choix est autorisé. Dans ce cas, l'axiome du choix est autorisé, il n'y a pas de discussion. Et réciproquement. Donc ça permet de donner un sens à la rigueur mathématique.
Bon, ça peut aussi servir si on veut faire de la métathéorie. Par exemple, montrer que quelque chose n'est pas démontrable. Si on prend par exemple les axiomes d'Euclide pour la géométrie, le fait d'avoir une liste précise d'axiomes permettait de montrer que le 5e axiome n'était pas démontrable à partir des 4 autres. Alors que si on se place juste dans un système où on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, on ne pourra jamais montrer que ça, c'est absolument pas possible de le démontrer. Et on a des exemples, pareil dans la théorie des ensembles. Par exemple, donc, d'indépendance. Par exemple, on peut montrer que l'axiome du choix, si on le suppose pas, si on prend la théorie des ensembles et qu'on ne suppose pas qu'on a l'axiome du choix, alors on ne peut pas le démontrer. Donc ça permet de montrer ce genre de résultat. Et ensuite, une dernière raison pour laquelle on voudrait des fondements des mathématiques, qui est une raison beaucoup plus récente, c'est la notion de formalisation des mathématiques sur ordinateur. Donc l'idée de la formalisation sur ordinateur, c'est qu'on voudrait pouvoir avoir un logiciel sur l'ordinateur dans lequel on rentre une démonstration mathématique d'une certaine façon compréhensible par l'ordinateur, et le logiciel nous vérifie pas à pas la démonstration. Comme ça, on est sûr que une fois que l'ordinateur l'a accepté, on est sûr que la démonstration est correcte. Bon, il faut bien sûr croire que l'ordinateur fonctionne comme il faut, mais bon, ça c'est un autre problème. Et évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un système extrêmement précis à donner à l'ordinateur, parce que l'ordinateur, il ne peut pas juste dire ça a l'air correct ou ça a l'air bon. Il faut lui donner exactement un système avec des règles, etc. Et donc ça a commencé il y a quelques dizaines d'années, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement la date, mais déjà de nombreux théorèmes ont été faits. Un des plus récents, c'est le théorème de Feit-Thompson, qui est un théorème assez important en théorie des groupes. La démonstration originale, je l'ai quelque part. Donc la démonstration originale, donc sur papier, elle a été faite en 1963. Et c'est pas une démonstration triviale, elle faisait 250 pages. Donc la démonstration elle-même est une démonstration de théorie des groupes très compliquée. Ça dit un truc assez simple, ça dit un truc du genre tout groupe fini d'ordre impair est résoluble. Mais la démonstration de ça prend 250 pages de LaTeX, enfin peut-être pas de LaTeX à l'époque, ça n'existait pas, mais quelque chose comme ça. Et ça a été démontré donc formellement en utilisant un logiciel de formalisation sur ordinateur. Donc assez récemment, en 2012, la démonstration était terminée en 2012. Il y a un autre théorème qui a été aussi démontré sur ordinateur, qui est le théorème des 4 couleurs. Donc lui, il a été démontré en 2006, 2005. Donc le théorème des 4 couleurs, ça dit que si vous avez une carte, vous pouvez colorier tous les pays de façon à ce que 2 pays adjacents n'aient pas la même couleur. Et il y a besoin maximum de 4 couleurs pour faire ça. Le truc, c'est que la démonstration de ce théorème implique de vérifier des centaines ou des milliers de cas individuels. Et à la main, on ne sait pas le faire. Donc l'idée, c'est qu'il faut le faire par un ordinateur. Sauf que quand on écrit un programme qui vérifie tous ces cas, c'est pas très clair si le programme va bien marcher ou pas. Il peut y avoir des bugs dans le programme ne peut pas faire exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Donc l'idée de la preuve, ça va être de faire un programme, mais de démontrer dans l'ordinateur que ce programme fait bien ce qu'il est censé faire. Ok. Donc maintenant, je vais un petit peu parler
la théorie des ensembles. Donc en général, quand on demande à des gens qu'est-ce qu'on utilise comme fondement des mathématiques, le plus fréquent, la plupart des gens, s'ils savent qu'ils sont censés, s'ils savent qu'ils utilisent un certain fondement des mathématiques ou s'ils savent que c'est bien d'en utiliser un, la plupart du temps, c'est la théorie des ensembles qui est utilisée, ZFC. Donc qui date de 1922. À peu près, ça a été assez... Là aussi, il n'y a pas vraiment de date précise à donner. Donc l'idée... Donc la théorie d'ensemble va se baser plutôt sur une vision platonique, c'est-à-dire on a les mathématiques qui sont là et on va donner des axiomes qui décrivent ce qui se passe. Donc comment est-ce que ça se passe? On va dire d'abord dans la théorie des ensembles, le principe de base c'est que tous les objets mathématiques sont des ensembles. Donc il n'y a qu'un seul type de truc qu'on peut considérer, c'est un ensemble. Et tout ce qu'on va pouvoir imaginer est un ensemble. Donc par exemple, évidemment si on prend les antinaturels, c'est un ensemble. Mais si on prend un groupe, ça va être un ensemble. Ou si on prend pi, ça va être un ensemble, etc. La fonction racine carrée, si on veut, ça va être un ensemble. Tout va être encodé sous forme d'ensemble. Et on a une relation d'appartenance donc globale. C'est-à-dire que si on a x et y deux ensembles, donc on peut se poser la question, est-ce que x appartient à y? Donc on a une collection de trucs qui sont des ensembles, et on a, étant donné deux ensembles quelconques, on peut se poser la question, est-ce que l'un appartient à l'autre? Donc évidemment, ça a un sens si on dit, est-ce que 0 appartient à n, ou ce genre de truc, mais on peut aussi dire, est-ce que la fonction qui a n associe 1 sur n appartient à pi? Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de dire dans le système de théorie des ensembles. Bon, évidemment, un mathématicien ne va jamais utiliser ce genre de notation, parce qu'il ne va jamais considérer pi comme un ensemble. Mais le fait que la théorie elle-même le permette, ça fait que ça va potentiellement poser des problèmes si on veut l'utiliser pour formaliser des mathématiques, parce que ça veut dire que l'ordinateur, lui, ne verra pas de problème à écrire ça. Bon, donc on peut écrire des tas de trucs comme ça. Donc ensuite, on a ces ensembles, cette relation d'appartenance, et puis on a une liste d'axiomes. Donc la liste d'axiomes, ça va nous dire qu'est-ce qui existe dans le monde des ensembles. On va avoir un axiome qui nous dit si on a un ensemble, alors il existe un ensemble contenant tous ses sous-ensembles. Ou un axiome de la paire. S'il existe deux ensembles, il existe un autre ensemble quand on a exactement ces deux, etc. Donc on a toute une batterie d'axiomes qui nous disent tout ce qu'on veut qui existe. Bon, et quand on travaille dans la théorie des ensembles, il y a quelque chose qui va probablement vous paraître évident, mais qu'on va voir c'est assez différent quand on se place en théorie des types. C'est qu'on a une distinction
entre d'un côté un objet mathématique donc un ensemble, d'un autre côté un énoncé qui est une propriété mathématique qu'on voudrait démontrer, et d'un autre côté une démonstration. Donc typiquement, quand on fait des mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? À première étape, on va définir des objets qui nous intéressent. Deuxième étape, on va énoncer le théorème qu'on veut démontrer, la propriété qu'on veut démontrer. Et la troisième étape, on va le démontrer. Et donc dans ces trois étapes, on utilise en gros trois langages différents. Que ici, on va utiliser le langage comme ça qu'on connaît avec les symboles qui permettent de définir des objets à partir d'autres objets. Mais dans l'étape 2, quand on va énoncer un théorème, là on va utiliser le langage de la logique avec des quantificateurs, des et, des ou, des trucs comme ça. Et quand on va démontrer le théorème, là on va utiliser encore un troisième langage qui va être les règles de déduction qui permettent de dire comment est-ce qu'on démontre des choses. D'accord ? Donc, de l'autre côté, on va voir la théorie des types. Donc, qui va être, en gros, un concurrent, si vous voulez, de la théorie des ensembles, dans le sens où on va essayer de faire la même chose, on va essayer de donner un système pour décrire les mathématiques, mais d'une façon un peu différente. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Donc la théorie des types dépendants sans le homotopique, ça date d'à peu près 1970 ou 1980. Donc le principale personne ayant développé ça, c'est Per Martin-Löf. Et donc là, ça va plutôt être une vision intuitionniste, dans le sens où on ne va pas tenter de décrire un truc qui existe déjà, on va plutôt expliquer comment est-ce qu'on fait pour construire de nouveaux objets. Et il va y avoir un certain nombre de différences avec la théorie des ensembles. Donc déjà, ici on avait tous les objets sont des ensembles, et après si on veut en distinguer plusieurs, on va les regrouper eux-mêmes dans des ensembles différents. Mais à la base, tout est un ensemble et tout est au même niveau. Ici, tout va être de base classifié par quelque chose. Donc, de base, tous les objets sont classifiés par leur type. Donc par exemple, si on va voir n, on va plus juste dire n c'est un type, on va dire quelque chose du genre n c'est un ensemble. Si on a pi, on va dire c'est de type nombre réel. Si on a x donne racine de x, on va dire c'est de type r plus vers r plus, etc. Si on a une paire 0, 1, 2, enfin un triplet, on va dire c'est de type n croix n croix n, etc. Et on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Typiquement, si on veut appliquer quelque chose à quelque chose d'autre, on va pouvoir appliquer uniquement une fonction à un argument qui a le bon type. Et toutes les opérations qu'on veut faire sur les objets mathématiques vont être restreintes. On a le droit de faire que les choses qui ont un sens, en gros. Donc,
Alors aussi, les types, ils vont pas... On n'a pas donc les objets mathématiques qui ne sont pas donnés a priori, et ensuite on donne un type regroupant tous ces objets-là. Ça va être en gros donné simultanément. Quand on définit le type des fonctions, on va définir au même moment qu'est-ce que c'est qu'une fonction, plutôt que de dire, bon, on a des fonctions, on prend toutes les fonctions et on appelle ça l'ensemble des fonctions. Donc par exemple, si on prend le produit cartésien A croix B, en théorie des ensembles, on va dire, bon, il existe un peu éparpillé partout des paires d'éléments d'un élément de A et d'un élément de B. On les regroupe tous ensemble et on donne un nom à la collection de tous ces trucs-là. On l'appelle ça A croix B. Ici, on va dire autre chose. On va dire les paires A virgule B, elles n'existent pas a priori, mais j'invente un nouveau type que j'appelle A croix B. Puis j'invente une nouvelle construction qui s'appelle A virgule B, qui va donner un élément de type A croix B quand A est dans A et quand B est dans B. J'invente aussi une construction first, donc qui dit si on a un U dans A croix B, alors on peut prendre son premier élément, on le met dans A. Et si on a U dans A croix B, on peut prendre son deuxième élément, on le met dans B. Et tout ça, ça va être des notions primitives, ce n'est pas des trucs préexistants. Mais on va pouvoir faire quand on regarde, c'est assez différent quand on regarde précisément dans le détail, mais après quand on va à l'utilisation, l'idée ça s'utilise exactement de la même façon qu'en théorie des ensembles. Disons, on ne voit pas vraiment la différence quand on se place à un niveau de mathématicien normal. C'est que quand on regarde dans les détails qu'on voit un peu une différence. Désolé. Oui. Le type de first, c'est A ou c'est A croix B dans A? Alors, là je l'ai écrit de la façon suivante, c'est si on a un U de type A croix B, alors on a first de U qui est de type A. Ah, ok. Alors après on peut, disons, il y a 36 façons de présenter les choses, mais en tout cas si on a comme ça, et si tu veux quelque chose de la forme A croix B flèche A, il suffit de dire c'est la fonction qui a U associe first de U. Il va y avoir, donc là de la même façon pour les fonctions, il va y avoir quelque chose qui dit comment est-ce qu'on construit une fonction. Pour construire une fonction de A croix B dans A, il faut donner une formule qui, étant donné un élément de A croix B, renvoie un élément de A. Et là, cette formule, c'est first de U. Alors on peut aussi partir comme primitif qu'on a first de type A croix B flèche A. Et ça, c'est juste l'application de cette primitive à un élément de U. Ça, après, ça dépend, il y a plusieurs façons de faire. L'inconvénient de faire ça, ça veut dire que c'est qu'on aurait besoin d'avoir déjà le type des fonctions, alors qu'ici, j'ai juste besoin d'avoir le type du produit cartésien pour parler de produit cartésien. Alors, il y a aussi une autre différence, qui est que, qu'est-ce qui se passe si je fais first de AB, je fais une paire AB et je prends le premier élément, ben, a priori, vu que first et cette opération de faire une paire, c'est deux opérations primitives, a priori, si je dis rien de plus, il n'y a aucune raison que ça soit égal à A ou quoi que ce soit. Mais évidemment, on veut que ce soit égal à A, on veut que quand on prend une paire AB et qu'on prend le premier élément, on obtienne A. Donc on va rajouter une règle de réduction. Donc en fait, quelque chose qu'on va avoir dans la théorie des types et qu'on n'a pas du tout en théorie des ensembles, c'est une notion de calcul, de réécriture, si vous voulez, de réduction. L'idée, c'est que ce first de AB, ça va par définition être égal à A. Donc dès qu'on voit ça, on n'a même pas besoin de réfléchir, on peut le remplacer immédiatement par A, le réécrire. On peut, si on voit ça du côté informatique, ça revient à exécuter ce programme, et quand on exécute, on obtient A.
Bon, et ensuite une autre différence très importante qui va être, enfin qui est en gros la principale, un des principaux intérêts de la théorie des types, c'est quelque chose qui s'appelle la correspondance de Curie-Howard. Donc la correspondance de Curie-Howard, l'idée c'est qu'un énoncé mathématique, donc l'énoncé d'un théorème, on va pouvoir lui faire correspondre un type. Et une démonstration, on va pouvoir lui faire correspondre un terme. Donc un terme, ouais, j'ai peut-être oublié de dire le mot. Donc les objets mathématiques qui ont un type, on appelle ça des termes. Donc les énoncés logiques vont correspondre à des types et la démonstration d'un énoncé donné va correspondre à un terme ayant ce type-là. Donc par exemple, si on prend une formule logique du genre quelque chose comme ça. Donc ça on voit ça comme des implications logiques. Donc ça dit si A est vrai, et donc alors, si A implique B est vrai, alors B est vrai. D'accord ? Ça paraît assez logique. On a A qui est vrai, on a A implique B qui est vrai. Du coup, on peut appliquer cette hypothèse à A et on obtient B. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça comme un type. On va voir ça comme le type des fonctions qui prennent un élément de A et qui renvoient une fonction qui prend une fonction de A vers B et qui renvoie un élément de B. Et l'idée, c'est que maintenant, ça va être une fonction. Comment est-ce qu'on démontre ça ? Donc si on appelle ça E, donc démontrer cet énoncé logique, ça revient à trouver un terme U de type T. Et alors qu'est-ce que ça veut dire trouver un terme U de type T ? Bon, on veut une fonction qui prend un élément de A et qui renvoie une fonction. Donc la fonction va être de la forme A associe quelque chose. Donc ici, je veux à nouveau une fonction. Donc là, ça va être F associe quelque chose. Et ici, je veux un élément de B. Sauf que j'ai F qui est une fonction de A vers B. J'ai A qui est un élément de A. Donc je peux juste faire F appliqué à A. Et ça me donne quelque chose dans cet ensemble-là. D'accord ? Donc l'idée, c'est que une démonstration, en fait, ça revient à calculer une fonction ou à calculer un algorithme en un certain sens qui va calculer ce que c'est cette démonstration. Une autre façon de le voir, c'est de dire c'est qu'une démonstration de A implique B. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration de A implique B ? Bon, pour démontrer A implique B, l'idée générale, c'est on suppose A et on en déduit B. Donc une démonstration de A implique B, on peut voir ça comme une fonction qui prend en entrée une démonstration de A et qui renvoie une démonstration de B. On peut voir ça comme une fonction de l'ensemble des démonstrations de A vers l'ensemble des démonstrations de B. Et on va pouvoir faire ça pour toutes les opérations logiques, en fait. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration
de A et B. Donc ça, c'est la conjonction logique. Qu'est-ce que ça veut dire démontrer A et B? Ben, ça veut dire qu'on a une démonstration de A et qu'on a une démonstration de B. Donc ça va être pareil que le produit cartésien. Bon, et toutes les opérations logiques, comme ça, on peut les traduire comme des types et les démonstrations, les voir comme des algorithmes. En particulier, par exemple, les quantificateurs. Le pour tout, ça va aussi être une fonction. Le il existe, ça va être une sorte de paire un peu différente, etc. Donc en fait, disons, si on revient à ce schéma de comment est-ce qu'on fait des mathématiques en général. Donc d'abord on va définir des objets mathématiques, donc ça on va définir des types ou définir des éléments de type qui nous intéressent, etc. Énoncer un théorème, ça va être la même chose que définir un type. Et démontrer un théorème, ça va être à nouveau définir un objet qui a le même type.